Jacques Lang, bonjour. Bonjour. Vous avez été le ministre de la Culture dont l'action a eu le plus d'impact sur notre société, de la fête de la musique jusqu'aux journées du patrimoine. Vous avez démocratisé la culture en ayant le souci d'incarner chacune de vos actions, sans jamais oublier d'en faire la promotion. Alors, on va voir avec vous comment, à travers votre parcours, la politique et la culture vous ont amené jusqu'ici. Mais tout d'abord, j'ai une question. Pourquoi Jack plutôt que Jacques? Parce que mes parents, et je crois mon père surtout, étaient anglophiles. Ouais. L'anglophilie a parcouru les siècles, notamment au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, l'influence de Locke et de quelques autres philosophes. Et mon père, comme d'autres à ce moment-là, il était un bourgeois moderniste, laïque et républicain, et un vrai démocrate. Il était attiré par la Grande-Bretagne. Ses institutions, sa modernité, voilà. Et leur idée, son idée, c'était de donner à leur premier enfant un prénom britannique. En 1939, lorsque vous êtes né. Et ils ont hésité, paraît-il, entre Jack et William. D'accord. Dès le plus jeune âge, vous avez une passion, c'est le théâtre, et c'est votre grand-mère qui vous fait découvrir le théâtre. Elle vous emmène à Nancy au théâtre et elle vous emmène voir ceci. Le Pays du Sourire, une opérette. Oui, c'est une très belle opérette. Le Pays du Sourire de Franz Lehár. Ça m'a en effet beaucoup touché. Puis il y a des airs et des paroles assez extraordinaires. Mon amour et ton amour sont nés le même jour et pour toujours. Et ça vous émeut à l'époque quand vous voyez ça la première fois, quand vous avez 6, 7, 8 ans? Je suis émerveillé d'abord par les ors et les velours, par le décor et sa magie, par l'histoire, par les personnages, et aussi par ces paroles qui sont restées dans ma mémoire. Et donc, ça va forger votre passion pour le théâtre? C'est vrai, mais parmi d'autres choses, parce qu'au même moment, je construisais un théâtre de marionnettes. Je réalisais avec une bande de copains une petite troupe de théâtre. Voilà, c'était une passion. Le théâtre était une passion. D'ailleurs, vous allez monter sur les planches, vous allez faire le conservatoire, et pour autant, vous ne voulez pas être comédien, ni même metteur en scène. Pourquoi? C'est pour faire quoi alors avec le théâtre? Qu'est-ce qui vous intéresse? Le bonheur d'être sur les planches, le bonheur de découvrir des textes, le bonheur de faire des tournées à travers l'Europe. Non, j'étais conscient de mes limites. Je n'aurais pas été un bon acteur, pas davantage un bon metteur en scène. Voilà, c'est tout. Quand on prend conscience de ses limites, on est capable de faire des choses grandes aussi. Mais est-ce que vous allez quand même vous servir du théâtre pour faire autre chose? Ah oui, c'est-à-dire que j'ai créé à Nancy avec une bande de copains quand j'avais 20 ans, ce festival de théâtre universitaire qui est devenu plus tard le Festival mondial du théâtre d'avant-garde, qui a révélé un très grand nombre de metteurs en scène aujourd'hui connus, mais à l'époque inconnus. Donc le théâtre, vous ne voulez pas en faire quelque chose de créatif en tant que comédien ou metteur en scène. En revanche, vous avez une inspiration pour influer sur la cité. Exactement, exactement. Donc, j'aime le théâtre comme spectateur, comme organisateur, je dirais comme metteur en scène d'événements. Et ça va vous définir ensuite pendant tout votre parcours. Absolument. Alors, pourquoi, effectivement, dans les années 60, vous décidez, à Nancy, puisque vous êtes nancéen, de créer le Festival mondial du théâtre universitaire? Vous avez 24 ans. Pourquoi ce besoin de créer un festival international dans une ville moyenne comme Nancy? Précisément, quand c'est difficile, c'est passionnant. Quand c'est culotté, c'est excitant. Et donc mon idée, c'était de pouvoir faire venir dans cette ville, très belle ville, mais qui n'était pas nécessairement connue dans le monde entier, des théâtres étudiants qui se débrouillaient pour financer leur voyage, qui parfois vendaient leur bagnole, ou faisaient des tombolas ou autre chose. Et puis, j'étais déjà passionné par l'international, par l'universel. Faire venir à soi
le monde, c'est excitant. Vous utilisez le théâtre pour servir aussi votre ambition personnelle d'une certaine façon? L'ambition personnelle, je ne la connaissais pas exactement, puisque j'étais entre plusieurs chemins. D'abord mes études de droit, et je voulais absolument, pour différentes raisons, arracher l'agrégation de droit. Le théâtre, oui, on en parle un instant. Et puis, la conscience civique qui était née chez moi, comme chez d'autres à l'époque, au moment de la guerre d'Algérie. Alors tout ça s'est combiné, ces vies se sont entrecoupées et enrichies mutuellement. Et d'une certaine façon, cette ambition de vouloir devenir quelqu'un à Nancy? Peut-être oui. C'est-à-dire d'abord à Nancy même, parce que quand vous créez un tel événement, vous suscitez la controverse et l'adhésion. Oui, effectivement, assez vite, je suis devenu un personnage clé de la ville. Et vous aimiez ça? Je ne détestais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous procurait comme sentiment? La possibilité de réaliser les choses. Il y a en moi ce goût de l'action, ce goût de la métamorphose. Et donc, du coup, des portes s'ouvraient pour obtenir le financement de ce festival qui avait peu d'argent. Et puis la rencontre avec les étudiants, la rencontre avec les chefs d'entreprise. C'est-à-dire agir d'un côté, briller de l'autre. Briller, je ne sais pas si c'est briller. En tout cas, agir. Et pour agir, c'est vrai que lorsqu'on vous connaît un peu, ça facilite les voies d'accès. D'accord. Donc il faut, à un moment donné, pouvoir être remarqué. C'est important quand vous voulez agir. On peut dire ça, et parfois il faut être discret, parfois être secret, parfois il ne faut pas se faire trop remarquer si l'on veut agir. Bon, j'ai agi sur le plan politique, par exemple, pour soutenir ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Algérie. Je ne l'ai pas fait nécessairement de manière publique. D'accord. Alors, mais sur le théâtre, en tout cas, ça a été un marqueur. Et d'ailleurs, au Festival de Nancy, il y a des futurs grands noms du théâtre qui vont émerger, comme par exemple Pina Bausch, Bob Wilson, Patrice Chéreau ou Tadeusz Kantor. Ou Antoine Vitez. C'est un théâtre d'avant-garde. Faire un théâtre d'avant-garde, c'est aussi une façon de se démarquer, de se singulariser et donc d'être remarqué dans une ville comme Nancy, qui est évidemment une ville de province. Non, je ne cherchais pas à provoquer, mais simplement, c'est vrai que mon tempérament, même ma philosophie, me portait à contester l'ordre théâtral dominant, l'ordre culturel dominant, l'ordre social dominant, l'ordre universitaire dominant. Et donc tout s'entremêlait, je répète, le théâtre qui était un théâtre généralement engagé, par de nouvelles formes, par de nouvelles esthétiques, et aussi par des idées qui, à ce moment-là, c'était les années 62-63, les universités communiquaient l'une avec les autres à travers des messages communs. Et quand mai 68 est arrivé, pour nous, c'était naturel. Parce que vous aviez déjà mené un théâtre politique. Exactement. Alors, dans ce festival-là, vous invitez de nombreuses personnalités et des personnalités politiques, comme François Mitterrand, dans les années 70, qui, plus tard, qui devient premier secrétaire du PS. En quoi c'est essentiel d'avoir des politiques à ses côtés quand on est Jack Lang et qu'on dirige ce festival-là? Oui, ce n'est pas seulement François Mitterrand, mais François Mitterrand, bien sûr, parce que parallèlement, nous organisions des colloques, des débats sur la politique des arts, sur la décentralisation, sur toute une série de sujets, sur les liens aussi entre, à l'époque, l'Amérique latine était soumise à des dictatures, entre l'Amérique latine et l'Europe. Donc, il y avait parallèlement des confrontations politiques, et nous voulions réunir des personnalités de différentes obédiences. Donc on voit que l'engagement politique devient un axe majeur du festival. Est-ce que dès cette époque-là, vous trotte dans la tête l'envie de faire de la politique, d'avoir une ambition politique? Pas au sens propre, mais en tout cas j'étais engagé dans l'action. Peut-être que j'ai appartenu à un moment ou à un autre, je crois au PSU, et puis surtout j'ai été assez tôt, bien avant de connaître François Mitterrand, très attiré par Pierre Mendès France, que j'ai fait venir à Nancy, pas au festival, mais à une réunion que j'avais organisée pour lui et avec lui. Donc, je répète, il n'y avait pas de frontière pour moi, pas de cloison entre mes convictions philosophiques et mes convictions artistiques. Mais cette idée d'avoir effectivement ces deux mondes, le théâtre, les arts d'un côté, la politique, vous emmène forcément dans une direction qui est celle de servir une ambition plus grande que simplement un festival.
l'ambition, si vous voulez dire par là, la possibilité de disposer de moyens plus forts pour concevoir des projets d'envergure, voilà. Alors vous entrez pleinement en politique en 1977 lorsque vous intégrez le Parti socialiste et vous avez déjà une vision très claire des réformes à faire en matière culturelle. Vous les avez rédigées quelques années plus tôt dans différentes notes. Vous souhaitez, je cite, ne plus enfermer la culture dans des maisons dites de culture, mais de la faire jaillir dans les milieux ouverts et innombrables. Vous dites par ailleurs qu'il ne faut plus confier les budgets des affaires culturelles à la seule administration, mais les attribuer aux créateurs. D'une certaine façon, quand vous êtes nommé ministre de la Culture en 1981, il y a une forme de logique à cela. C'est vrai que lorsque je suis choisi par François Mitterrand pour prendre la tête de ce ministère, je ne débarque pas de Vénus ou de Mars, ou de l'administration, ou de l'ENA, ou d'ailleurs. C'est la suite, en effet, d'un parcours de plusieurs années d'engagement culturel et politique. Et d'ailleurs, entre le Festival de Nancy et mon entrée au gouvernement, il y a eu toute l'action que j'ai menée auprès de François Mitterrand, qui prenait toujours un caractère à la fois culturel et politique. J'ai par exemple été le premier directeur de la campagne européenne au suffrage universel. Et tous les événements que j'ai organisés dans tout le pays étaient de ce même type. Et le sommet, ça a été au Trocadéro, enfin dans les jardins du Trocadéro, un rassemblement de 100 000 personnes en plein cœur de Paris, le London Symphonic Orchestra dominant le site, et étaient présents évidemment les grandes gloires du moment, Willy Brandt, Mélina Mercouri. Et d'une certaine manière, j'avais réussi, avec l'appui de François Mitterrand, à conquérir Paris un jour, un instant. La mise en scène de l'action, la mise en scène d'un événement politique, appris avec le théâtre notamment. Absolument. Et c'est ce que vous pensez, ce qui fait que la rencontre que vous avez eue avec François Mitterrand vous permet ensuite d'avoir la trajectoire d'incarner la culture telle que lui l'imaginait? Je pense que oui, parce que on travaillait ensemble pendant 2 ou 3 ans. Il a pu découvrir mes défauts et mes quelques qualités. Il a dû percevoir ce que vous dites vous-même. Un homme d'action qui a une plongée immergée dans la vie intellectuelle et culturelle. Voilà. Avec un réseau absolument considérable, parce que c'est ça aussi qui permet de pouvoir incarner la culture. Et ça, vous l'avez compris là où les gouvernements de l'époque ne le comprenaient beaucoup moins bien. Peut-être, oui. Et en même temps, nous étions portés, il faut le dire, par la société, par les artistes, par les créateurs, par les syndicats culturels. Bon, il y avait un enthousiasme collectif très fort. Et voilà. Et le jour où je suis arrivé rue de Valois, je sentais que j'avais une obligation de réussir. Alors, au moment où le président est élu, en 1981, ça fait donc des années que vous mêlez culture et politique, et vous allez avoir l'occasion de faire une mise en scène de théâtre politique. On la regarde. Et voici maintenant l'arrivée de François Mitterrand sur la place du Panthéon, certainement à l'endroit où il y a le plus de monde de part et d'autre de la rue Soufflot, la rue qui porte le nom de l'architecte qui commença la construction de ce Panthéon sous le règne de Louis XV, construction qui fut parachevée, terminée par Rondelet. Ce Panthéon que Victor Hugo, qui devait... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces images? Je suis heureux. Je suis heureux de revivre par l'image, des images approximatives. Là. Il faut dire, elles sont vieilles, elles n'ont pas été restaurées. Bon, ce qui a été un moment émouvant et bouleversant de la vie politique française. Je me souviens que, en plus, nous organisions cela avec des moyens de fortune. Mitterrand était élu président de la République, mais on continuait à agir comme des militants. C'est-à-dire trois bouts de ficelle. Et je me suis même trompé quand je lui ai demandé, quand il lui déposait ses roses sur les 3 tombes de Schœlcher, de Jean Moulin et de Jaurès, de sortir sur le devant du Panthéon. Je m'étais totalement trompé. Daniel Barenboim était en retard, j'étais en avant, je n'en sais rien. Et ce pauvre
président de la République, tout à coup, s'est trouvé complètement aspergé par un orage, j'allais dire de cinémascope, un orage hollywoodien, mais finalement c'était formidable, parce que c'était comme des larmes symboliques qui coulaient sur son visage, qui rejoignaient les larmes que les gens, qui coulaient des yeux de millions et de millions de gens qui, ce jour-là, ont ressenti une émotion puissante. Alors, il y a une mise en scène de la vie collective que vous avez ritualisée quand vous êtes devenu ministre de la Culture, c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, ça fait quasiment 40 ans, hein, vous l'avez créée en 1982. En quoi c'était essentiel de créer la fête de la musique? En quoi c'était important? C'était la suite logique de tout ce que j'avais entrepris. Et ça rejoint aussi ma propre conception de la vie, de la société et de la politique. Je crois très profondément qu'on ne peut faire bouger les choses qu'en proposant aux gens, aux citoyens, d'être eux-mêmes co-inventeurs ou co-auteurs de leur vie. La fête de la musique, c'est très simple, c'est dire aux gens, faites, F-A-I-T-E-S, do it, faites-le vous-même. C'est vous qui allez créer l'événement par des chorales, par des orchestres, par votre instrument de musique. Et c'est peut-être ça qui fait d'ailleurs le succès de l'événement, c'est qu'aujourd'hui, chacun se sent en quelque sorte propriétaire, entre guillemets, d'un événement qui ne m'appartient pas, qui appartient à la mémoire, à l'histoire, et aux citoyens qui en ont fait leur moment de rencontre chaque année. Et en même temps, ça a été... Je pense que ça vaudrait dans tous les domaines. Et en même temps, ça a été créé à un moment donné où la France traversait une grave crise, une crise économique majeure. Est-ce que ça permet aussi d'adoucir les mœurs, voire de même rester populaire, davantage? Non, ça permet surtout de prendre confiance dans ce pays qui est volontiers tourné vers la déprime. Je crois que c'est important qu'il y ait des moments de grâce, des moments d'exception, des moments de bonheur. Et vous remarquerez que cette fête de la musique, jamais depuis sa création, n'a connu une seule violence, sauf malheureusement l'an dernier, en raison d'une faute grave commise par un commissaire de police à Nantes. Et jamais, c'est parce que chacun respecte chacun, et on se sent dans une période, dans un moment, si vous voulez, où on sort de soi-même et on rencontre les autres. Alors, quand vous êtes devenu ministre de la Culture, vous avez agi de tous azimuts, hein, mise en place du prix unique du livre, journée du patrimoine, grands travaux. Votre budget, le budget du ministère a été doublé, ce qui n'est jamais arrivé par la suite sous la Ve République. Vous diriez que vous avez vécu une période bénie, une espèce de parenthèse enchantée, d'une certaine façon? Je ne dirais pas parenthèse, parce que Dieu merci, ce que nous avons entrepris à ce moment-là se poursuit aujourd'hui. Je veux dire par là, les inventeurs de culture partout à travers le pays, les grandes institutions ont été transformées, la Bibliothèque nationale, le Louvre, l'Opéra et le reste. Donc, ce n'était pas une parenthèse. C'est un moment qui était conçu pour durer. D'une certaine manière, indépendamment des gouvernements, ce que nous avons lancé à l'époque continue à porter ses fruits. Simplement, il y a des métamorphoses, il y a des changements, c'est normal. Non, mais les moyens qui ont été donnés à la culture. En effet, c'était une période d'exception. Parce que la conviction de François Mitterrand et de notre équipe, c'était que la culture était au centre, était la première priorité. Ce qui serait très difficile à dire aujourd'hui. Je le pense toujours. Et quand François Mitterrand ou moi-même nous exprimions à la radio et à la télévision pour dire c'est la priorité des priorités avec la recherche scientifique et l'éducation, tout le monde trouvait ça normal parce que nous avions préparé les esprits, nous avions lancé des projets concrets. Et tout à coup, c'est devenu une espèce de grande ambition, non pas individuelle mais collective. Mais qui ne pouvait arriver qu'à ce moment-là, avec ce président-là? Avec ce président-là, et à ce moment-là, en effet. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction de circonstances, il y a eu une préparation par les combats culturels menés antérieurement contre les gens du pouvoir précédent. Et puis, je répète, c'était cette conviction. Quand souvent nous disions, le socialisme
c'est d'abord un changement culturel, dans tous les sens du mot. Et nous le pensions vraiment. Et la preuve concrète, si vous voulez, en effet, le budget est doublé dès la première année. Mais François Mitterrand me dit, on va l'augmenter chaque année un peu plus jusqu'à atteindre le 1%. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons tenu les engagements. En 1983, crise, alors vraiment une vraie crise économique, budgétaire, plan de rigueur. 2 budgets échappent aux coupes, le budget de la culture, le budget de la recherche. Idem d'ailleurs en 1992, lorsque un chômage de masse se déferle sur la France et sur l'Europe. Et à ce moment-là, j'ai arraché à nouveau, et pour l'éducation nationale, dont je suis devenu le ministre, et pour la culture, des budgets d'exception. Mais il n'y a pas que les budgets. Bien sûr, c'est très important. Il y a surtout le désir de, sans arrêt, donner naissance à des projets qui nous permettent d'aller au-delà de nous-mêmes, des projets d'envergure, des projets détonnants et qui provisoirement parfois provoquent la polémique. Vous êtes nostalgique de cette époque-là? Non, parce que je continue à agir dans le même esprit. Mais je veux dire, du contexte politique? Ah, le contexte politique, en effet, est complètement différent, c'est vrai. On ne va pas répéter l'histoire. Et donc ça vous manque? Ça ne me manque pas. Mais je persiste à penser qu'il y aurait, dans le futur, à concevoir de véritables révolutions culturelles, éducatives, scientifiques et sociétales. Mais ça demande des moyens. Ça demande, avant les moyens, ça demande une détermination de faire, et un enthousiasme à couper au couteau. Il en manque, d'après vous? Nous sommes dans une autre période, dans un autre système qui peut avoir ses vertus. Mais je n'ai pas envie de me mêler de la politique d'aujourd'hui. Alors, vous avez été considéré comme le ministre de la Culture qui a eu le plus d'impact sur la société. Quel sentiment ça vous inspire, personnellement, même au niveau de l'ego? Quel sentiment ça vous inspire? Je ne sais pas si c'est au niveau de l'ego. Non, mais on a parlé au niveau de l'action. Je parle au niveau personnel. Je ne peux pas être insensible sur le plan subjectif, disons, lorsque chaque jour des gens viennent me parler de ce moment. Alors, certains emploient des mots peut-être parfois excessifs, un âge d'or ou un âge rêvé. Bon, alors je suis très touché et en même temps, pour répondre à votre question, j'espère qu'un jour, il y aura à nouveau une renaissance de ce type. Vous en doutez? Non. Compte tenu du contexte? J'avais 10 ou 15 ans de moins, je n'en douterais pas du tout. Alors, donc, vous avez été extrêmement populaire et en même temps, vous êtes un homme politique qui a été souvent très critiqué. Et la critique qui revient souvent, c'est que Jack Lang, est un homme qui cherche d'abord la lumière. C'est un metteur en scène de lui-même. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sous le feu des projecteurs, une forme de narcissisme. Comment vous avez vécu ces critiques? Ce qui compte, ce sont les choses, ce sont les actes, c'est ce qu'on réalise, c'est comment concrètement on transforme la société. Mieux vaut susciter la controverse que l'indifférence. Mieux vaut susciter les attaques un peu superficielles. Voilà, ça veut dire que déjà on existe. Mais surtout, on agit. D'accord. Et l'avenir? Demain, Jack Lang, demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. J'ai la chance d'être président de l'Institut du monde arabe, une institution unique au monde, et qui rejoint, je dirais, une vocation profonde de notre pays. Notre pays est, j'allais dire, depuis François Ier, tourné vers l'Orient, pas seulement, mais aussi vers l'Orient, vers le monde méditerranéen, vers l'Orient, vers le monde arabe. Et nous devons être fiers collectivement que cet institut soit non pas à Rome, non pas à Londres, non pas à Washington, mais à Paris. Donc demain, c'est l'Institut du monde arabe et votre avenir, vous le voyez là? Oui, mais enfin, il peut y avoir d'autres aventures, je n'en sais rien. Quel est votre rêve? Mais le rêve, c'est que chaque jour, je puisse rencontrer le bonheur des autres. Voilà. D'accord. Vivre à travers l'action. Vivre à travers l'action, vivre à travers aussi la rencontre, l'échange, les auteurs que je découvre, les films que j'ai le bonheur de rencontrer, de voir. Il vous arrive d'avoir des angoisses? Au sens propre, non. Peut-être parce que je les fuis.
Vous les fuyez? Peut-être parce que je les fuis, je n'ai pas d'angoisse existentielle. Le temps qui passe? Ah, le temps qui passe, oui, bien sûr. C'est-à-dire? Mais je le refuse quand même. Comment? Comment? Parce que je n'arrive pas, mais je crois que je ne suis pas le seul, à m'imaginer, à croire à mon état civil, voilà. C'est-à-dire à la mort? Je crois que mon état civil a été fabriqué, il est complètement surfait, c'est une invention d'un bureau... L'âge. Voilà. On cherche l'éternité d'une certaine façon. On cherche l'éternité, voilà. Et ça, c'est lié avec ce que vous avez fait sur la culture? Une forme de recherche d'éternité? On peut le dire après coup, c'est dans la mesure où on peut penser que ce que nous avons réalisé avec François Mitterrand est appelé à durer. On se souvient toujours plus d'un musée qu'on a créé qu'une autoroute qu'on a construite quand on est politique, non? C'est vrai, mais on ne fait pas ce calcul pour cette raison que vous dites. Jamais? Mais non, pourquoi? Le choix n'est pas d'ailleurs entre l'autoroute et la pyramide du Louvre. Non, mais sans parler d'un choix, on peut se dire, ça on sait que ça va marquer, que ça va être à la une des journaux et surtout ça va rester. Oui, mais dans l'instant, vous savez, on est surtout dans le combat pour faire reculer les obstacles, même quand on a la chance d'avoir un homme comme François Mitterrand, président de la République. Vous n'imaginez pas à quel point, de l'intérieur, les obstacles surgissent, les résistances. Ne parlons pas de la presse. Une partie de la presse est opposée à la plupart de nos réalisations. Eh bien, notre obsession, ce n'était pas l'éternité, c'était de tenir bon jusqu'au bout pour que ces projets qui étaient les nôtres se réalisent. Face aux résistances. Face aux résistances. Résister, c'est quand même un bon mot d'ordre. Merci Jacques Lang.